Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission, avec nos invités que nous avons reçus pour vous. Depuis quelques jours, l'information qui fait la une des réseaux sociaux et dans les médias ici sur place, ce sont les nouvelles taxes imposées à l'aéroport autonome de Lomé. Ça suscite des indignations partout dans la diaspora, puisque ce sont nos frères là qui reviennent ici pendant la vacances et retournent. Nous parlerons de ce sujet dans cette émission avec nos invités. Nous reviendrons également sur les fast-foods qui sont une menace pour la santé dans notre pays. Et nous clôturons avec une sortie la semaine dernière, une sortie ratée, presque d'un sage, entre guillemets, d'unir. Nous en parlons dans cette émission. Bienvenue dans l'autre journal, ce nouveau numéro. Avec nous sur ce plateau, Rodrigue Aïgo. Rodrigue, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment se retrouve Ah oui, bien sûr. Il le faut. Je rappelle que Rodrigue, il est le rédacteur en chef du journal La Gazette du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le second invité, c'est Ferdinand Haïté, que vous connaissez déjà. Il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Et c'est avec eux que nous allons débattre de ces sujets-là. Mais avant d'aborder les sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, nous allons parler un tout petit peu de l'éducation dans notre pays, l'enseignement. Nous savons que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a eu des grèves répétées avec les enseignants qui sont renvoyés et reversés dans l'administration publique. Rodrigue, quand on demande aux types de faire des tests, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu l'accalmie qui était finie? Non, est-ce qu'il peut y avoir l'accalmie? J'ai plutôt lu un mot un mot du CET qui se félicite plutôt de la réussite de la grève de 72 heures et qui reconduit encore la même grève parce que ce que ce syndicat exige n'est pas, personne ne l'écoute. On ne veut pas ouvrir, par exemple, je vais dire une brèche pour écouter le plaignant, mais on fabrique d'autres plaignants, des gens qui ne se plaignent pas, on les appelle, on dit venez, on va parler de ceux qui se plaignent. Et puis ça, c'est un peu une sorte d'aberration à laquelle nous sommes habitués en matière de gouvernance dans notre pays. Mais ça ne peut pas provoquer de l'accalmie. Non, ce n'est pas de l'accalmie. Ils ont parlé d'un sitting tous les vendredis. Et ça, je crois que ça va être, je ne sais pas, non, je dirais institué jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction quant à leur point de revendication. Maintenant, pour les grèves, vous savez que c'est la seule arme que le législateur a prévue normalement pour les travailleurs. Donc, voilà un peu, ils en font usage à côté de la guerre. Je ne sais pas s'il faut parler de guerre juridique, j'en sais rien, parce que je me rends compte qu'au fait, ceux qui sont aux côtés de ceux qui dirigent ce pays et qui sont d'éminents juristes ont montré dans cette affaire du CET une certaine limite en matière juridique. Je me demande si c'est par intérêt qu'on feint de noyer toute une connaissance bâtie sur plusieurs années en matière de droit dans le plat où c'est par méconnaissance absolue. Autrement dit, on dirait que les années d'études de droit n'ont pas véritablement permis aux gens de devenir de vrais juristes. Sinon, c'est ce que je constate. Parce que demander à quelqu'un qui est né en 1980 de se convertir sur les prescriptions
d'une disposition juridique prise en 2020, franchement, c'est un peu comme demander à Rodrigue aujourd'hui d'écrire sur sa date de naissance un nom qu'on a décrété aujourd'hui. Je ne suis pas né aujourd'hui et on ne peut pas m'appeler, on ne peut pas m'attribuer ce nom, à moins que j'ai choisi moi-même de me l'attribuer et donc de m'engager dans les procédures qui vont m'amener à intégrer ce nom au mien que je portais déjà. Donc voilà un peu, quand on observe bien, je me demande si nous sommes réellement face à des juristes qui sont intellectuellement bâtis ou si nous sommes devant des marabouts en matière juridique. Voilà un peu. Et donc la calmie, je ne pense pas, ça craint plutôt. Parce que nous sommes dans les périodes d'examen de fin d'année, il y a des devoirs qui sont ratés par-ci, par-là. Vous vous souvenez, quand c'est comme ça, après ils vont dire non, on ne va pas demander aux différents examens ce que vous n'avez pas pu étudier en classe et on bourre plutôt le sac des enfants de diplômes qui ne correspondent pas à la, comment dirais-je, à la contenance de leur cerveau. Et donc ça aussi, ça explique les différentes situations que nous vivons aujourd'hui avec des gens, des diplômés qu'on déverse dans la masse, mais une fois qu'on leur donne un bureau, franchement, ils sont bloqués. Ils ne sont véritablement pas en adéquation avec les compétences qui figurent sur les papiers. Et donc, c'est bien dommage qu'on est en train de sacrifier davantage le secteur de l'éducation au profit, bien sûr, parce que moi je pense que c'est fait à dessein au profit de leurs enfants qui étudient à l'extérieur et qui vont revenir plus tard devenir nos gouvernants. Comme quoi au Bénin, il y a un adage qui dit le roi des chiens et le chien du roi est le roi des chiens. Donc voilà un peu, moi je pense que c'est fait à dessein et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui, et dans la foulée, la semaine dernière, on a vu le ministre qui publie une liste additive des enseignants lors du concours, un concours qu'on a organisé depuis 2020, qu'on a publié cette liste-là, c'est maintenant qu'on la publie. Non, moi je crois que la semaine dernière on en a parlé ici, sauf que avec Luc d'ailleurs, sauf que techniquement il y a eu quelques soucis, on n'a pas pu diffuser l'élément. Sur la question des enseignants, moi je prends le problème sous plusieurs angles. Le ministre de l'Éducation nationale a dit que l'enseignement ou l'éducation au Togo est malade. C'est un bon diagnostic. L'éducation est malade. L'éducation est malade de la politique, de la politisation, de la politisation de l'école. L'éducation est malade des autorités. Elle est malade aussi des enseignants. Il faut situer les responsabilités. Alors, du côté des autorités, il faut d'abord dire que ça fait quand même des années qu'on est en train de créer ce monstre-là dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on manipule le système de l'éducation, les enseignants et tout, à des fins politiques. Aujourd'hui, vous sillonnez tout le Togo, vous voyez qu'on est en train de badigeonner presque tous les établissements scolaires aux couleurs d'un parti politique. Ce qui est une violation systématique de la Constitution. Parce que la Constitution dit l'école est apolitique. Mais dès que vous sortez, même à Lomé ici, dans certains quartiers, vous voyez très bien qu'on est en train de badigeonner les bâtiments scolaires aux couleurs d'un parti politique. Nous sommes revenus carrément au temps du parti État, où partout où vous passez, c'est le parti État qui domine. Ça, c'est un. De deux, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'enseignement a quand même une origine. Rappelez-vous, il y a 10 ans, peut-être même plus, les enseignants et le corps médical étaient ensemble dans ce qu'on appelait à l'époque la STT. Ils étaient ensemble, ils ont posé leurs revendications ensemble. À l'époque, on parlait de l'USET, dirigé par un certain Aketa. Et donc, ils faisaient les revendications ensemble jusqu'à ce qu'on ne manipule les enseignants en leur disant, mais écoutez, il faut vous détacher du corps médical, vous n'avez pas les mêmes problèmes. On leur a même fait croire que le corps médical avait déjà son statut et que les enseignants étaient en train de les suivre comme des moutons. Et on a détaché les enseignants par la manipulation et on a affaibli en fait ce regroupement-là, la STT, qui avait deux piliers. Donc il y avait le pilier des enseignants
est le pilier du corps médical. Donc, on a détaché les enseignants et on leur a promis beaucoup de choses. Ces derniers jours, il y a un vocal ou un audio que des gens ont ressuscité, dans lequel on entend le premier responsable du pays, Fonya Singbe, a reçu les enseignants chez lui à Pia. Je crois 1 an ou 2 ans après le décès des jeunes de Dapaon, où il les recevait en tant que militant de son parti. Il a dit dans l'audio. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a manipulé les gens, on leur a dit, bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. On a mis un peu de sous dans leur poche, et les gens sont partis. Et quand ils sont partis, l'élection présidentielle qui a suivi, ceux qui étaient sur le terrain pour bourrer les urnes, c'était les enseignants, en majorité, parce qu'on leur avait promis des trucs. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, le fait qu'on a détaché le mouvement, les enseignants de la STT, c'était déjà une première étape du régime pour affaiblir le mouvement. Après, on ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient, ce qu'on leur a promis. De l'UZ, on est passé à la CZ. Dirigée par Achou. Voilà. Donc, Aketa, que les gens disaient qu'il était proche d'un ancien ministre, qui est conseiller à la présidence, qui tirait les ficelles. Vous voyez. Et donc, il est passé de l'autre côté. Après, CZ a fait tout le boucan qu'il devait faire et tout. Aujourd'hui, on parle du CEST. Vous voyez comment ça évolue. Donc, on a utilisé la politique pour affaiblir d'abord le mouvement. On les a opposés les uns aux autres, on a essayé de les affaiblir, on les a détachés des autres syndicats. Voilà pourquoi aujourd'hui même, quand les enseignants font du bruit, vous voyez que les autres syndicats ne réagissent pas. Parce qu'au départ, les gens leur ont dit, on est en train de vous manipuler, on va vous conduire dans un labyrinthe. Ils ont refusé, ils ont dit non, qu'on leur a promis des choses. Donc, on les a laissés, ils sont partis. Ça, c'est le côté manipulation. Après, pour l'école elle-même, quand je disais l'école togolaise est malade, elle est malade de ses bâtiments scolaires. Aujourd'hui, vous voyez sur l'ensemble du territoire, il y a encore des endroits, sinon plusieurs endroits, où les bâtiments sont en clair. Il y a nécessité aujourd'hui de reconstruire les bâtiments scolaires pour que là où nos enfants vont étudier soient des lieux décents et dignes d'un pays indépendant il y a 62 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a, comment appelle-t-on, la question des volontaires, comment on les appelle les enseignants volontaires. Les enseignants volontaires. Ils sont 11 500 quelque chose aujourd'hui. Il faut trouver une solution. Ça veut dire qu'il y a un souci dans le corps enseignant. Il y a tout un tas d'autres choses, les dérives dans l'enseignement, les viols, les abus sexuels et tout ça. Et donc tout ça fait que l'enseignement en général est malade, a perdu ses valeurs. Maintenant, les autorités, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est eux qui ont entretenu le monstre depuis des années. Au point qu'aujourd'hui, ils veulent prendre des solutions, mais la situation semble les dépasser, puisque c'est eux qui ont entretenu ça depuis des années. Et moi, je me souviens que quand un ministre de l'enseignement vient et qu'au sein du parti au pouvoir, il y a des règlements de compte à faire, on utilise les enseignants pour régler le compte à ce ministre-là, en bloquant, comment on dira, les petites réformes ou tout ce qu'on veut faire, on crée des problèmes pour fragiliser la personne. Aujourd'hui, on est dans le même schéma. Vous savez que récemment, on a détecté plus de 1800 enseignants qui étaient des enseignants fictifs. Dans le fichier de l'éducation. Il y a un journal, je pense, qui a sorti ça d'ailleurs. Et ça revient à quoi? À plus de 5 milliards chaque année. Et cet argent-là, qui l'empoche? C'est-à-dire qu'on a une liste d'enseignants fictifs, les trésors débloquent de l'argent, c'est budgétisé, et l'argent part quelque part. Cette liste a été découverte dans cette affaire-là. Bon, maintenant, pour les enseignants eux-mêmes, moi je suis d'accord qu'on ne peut pas empêcher des enseignants de créer un syndicat. Parce que le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution. On ne peut pas jeter les enseignants en prison juste parce qu'ils ont créé un syndicat et ils posent des revendications. On ne peut pas traquer les élèves parce qu'ils sont allés dans la rue ou bien parce qu'ils ont fait grève. Donc, les autorités doivent aussi savoir comment gérer cette situation, comme Rodrigue l'a dit, pour que, on n'aille pas dans une situation d'escalade. Quoi qu'il en soit, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent ce qui est derrière tout ce qui se passe. Moi, je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème interne au parti uni. C'est un problème interne au parti uni. Les enseignants ne sont que des instruments qu'on manipule, comme on les avait manipulés avant. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous fouillez très bien, vous verrez que c'est un problème interne au système.
La preuve, il y a des députés qui ont dit aux enseignants qui étaient sur la liste qu'on voulait reverser à la fonction publique, de ne pas s'inquiéter, qu'ils vont tout faire pour qu'on ne les reverse pas dans la fonction publique. Malgré cette assurance-là, il y a une liste additive que vous venez de citer qui est sortie, qui va remplacer ces enseignants-là. Et certains de ces enseignants ont commencé par écrire des lettres d'excuses pour dire oui, nous on n'était pas dedans, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Donc, à la fin, c'est le système de l'éducation qui prend un coup en termes de rigueur, en termes du niveau. Parce que, bien évidemment, quand on prend des gens qui ne sont pas encore formés et qu'on les utilise pour remplacer ce qu'on est en train d'éjecter, le niveau n'est pas celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est le niveau qui prend un coup. Mais, globalement, même si on partage les revendications des enseignants, moi je dis, les enseignants sont victimes de leur propre démarche et leur propre, je ne sais pas comment dire ça, je ne vais pas dire turpitude, c'est trop fort, mais leur inconséquence depuis des années. Depuis des années. Vous allez voir, bientôt on va aller à des élections, vous allez voir encore des gens qui vont s'agiter sur le terrain, parce que tel veut devenir censeur, tel veut devenir proviseur, tel veut être point focal uni, on va leur faire des promesses, ils vont aller bourrer les urnes. Et puis après, ils reviendront pour dire que bon, voilà, nos droits n'ont pas été satisfaits, nous voulons faire grève et tout ça. Et donc, ils savent ce qui est en train de se passer. Eux-mêmes, ils savent. Mais ce que nous devons déplorer, c'est le traitement qu'on réserve aux enseignants. Si quelqu'un est fautif, il y a toute une disposition réglementaire pour sanctionner les gens, mais les jeter en prison comme des brigands, les traîner comme des voyous, ce n'est pas normal. Même pour l'image même de l'éducation dans notre pays, ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau, c'est pas très extrême dans l'approche du problème. Mais moi, je continue de le dire et je suis convaincu parce que j'ai quand même des faisceaux d'éléments. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème interne aux gens même du système. Et vous verrez que dans cette affaire-là, tout le directoire d'UNIR est bien impliqué dans cette affaire, essaye de désamorcer la bombe, mais les positions ne sont pas les mêmes au sein du parti même au pouvoir. Et ce clash-là, ça agit sur l'éducation. Donc, il faut que les enseignants cessent d'être manipulés. Il faut qu'ils fassent tout pour savoir où sont véritablement leurs droits, avec qui ils vont. Ce n'est pas aujourd'hui, ils sont avec... je sais pas, ils sont avec les autres syndicats, demain quand on les appelle, ils font fausse route, et puis quand ils ne sont pas satisfaits, ils reviennent et ils se plaignent que bon, les autres ne font rien pour nous. Regardez un peu dans le monde syndical, personne ne réagit par rapport à l'histoire des enseignants. C'est parce que c'est toute une histoire. C'est toute une histoire de l'USET, CESET, jusqu'à aujourd'hui, au CEST. C'est toute une histoire. Et les gens avec qui ils ont travaillé sont très déçus de leur comportement, ce qui fait que, bon, les gens sont là. Mais ça ne doit pas nous amener à jeter l'eau avec le bébé, l'eau de bain avec le bébé sur la voie publique. Mais il faut toujours en appeler à la responsabilité des autorités, parce que quoi qu'il arrive, c'est eux qui ont la solution, c'est eux qui doivent faire tout pour régler le problème, mais pas forcément par la force et les muscles. Moi, ce qui me chagrine dans ce pays, c'est qu'on politise tout. Et quand on politise l'enseignement, c'est que c'est extrêmement grave. Moi, je suis choqué quand je sors de voir les bâtiments scolaires qui prennent des couleurs bleu uni. Ça fait vraiment... Je sais pas, c'est choquant. Et à la vue même, c'est choquant. Et on a là les instruments qui nous permettent de dire qu'on est retourné au parti État comme avant. Et RPT, tout ce que vous faites dans la maison, même vous respirez, c'est le RPT, il y avait des chansons partout, RPT. Il faut arrêter ça. Et moi, je lance ce message aux responsables, ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui sont au gouvernement, de dépolitiser l'enseignement. S'ils veulent avoir des enseignants dans leur parti politique, là, il n'y a pas de problème. Les gens sont libres d'adhérer au parti de leur choix, mais vous ne pouvez pas vous mettre à politiser les symboles même de l'éducation, à savoir les salles de classe qu'on badigeonne aux couleurs du nez parce que, voilà, tel baron est dans telle localité, il bombe le torse, il dit, bon, c'est nous qui avons pris l'argent pour venir mettre le lycée. Vous avez vu le lycée de Notien là? Tout est bleu uni. Même à Segbe ici, il y a des salles de classe qu'on a badigeonné bleu uni. Et la tendance est aujourd'hui ascendante. Partout, les gens font ça. Un préfet peut se lever le faire, un maire peut se lever le faire. Le député de la région, parce qu'il a donné 200 000 pour acheter des bancs, il peut le faire.
Ce n'est pas normal. Au Bénin à côté, les établissements scolaires sont aux couleurs de la nation. Sont aux couleurs de la nation. Et personne n'a le droit, même si c'est un don personnel, de mettre une couleur de son choix. C'est sur la couleur de la nation. C'est comme ça que vous devez apprendre aux enfants l'éducation civique, le fait de n'être pas partisan. Voilà. Mais quand les salles de classe sont badigeonnées aux couleurs d'un parti politique, alors que vous êtes dans un système multipartite, il y a forcément un problème. Donc, souhaitons que la question des enseignants soit réglée, mais j'invite les enseignants aussi à être à un moment donné conséquents envers eux-mêmes, parce qu'il faut faire attention. Voilà. Vivement, on espère que... Oui, effectivement, je suis d'accord avec Ferdinand, avec toi, dans son développement, parce que, tu sais, au fait, c'est un danger et on arrive à un niveau donné où on se dit que les gens ne font pas la lecture de la situation ni de la succession des faits. Tu sais, à l'époque, à l'université, lorsque, par exemple, un groupe d'étudiants se rend compte que non, les conditions d'études, ce n'est pas trop ça, et veut hausser le ton, aller rapidement, on crée un autre mouvement, on fabrique un nom bidon, lui donne, et puis bon, ce sont des étudiants qui se disent maintenant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les autres étudiants disent. Alors s'ils obtiennent gain de cause quelque part, eux tous quand même en bénéficient, et ça c'est une aberration. On l'a fait à l'université, à un moment donné même, dans les lycées, ils ont eu à le faire, pour simple élection de major de classe. Je vous assure que c'est devenu dans notre pays affaire de députés, affaire des cadres du milieu, affaire de cadres unir, affaire de cadres ci, affaire de cadres ça. Vous arrivez par exemple dans nos hôpitaux, aujourd'hui on a des médecins pro X, des médecins pro et des gens qui ont prêté serment de sauver des vies. Lorsqu'on dit que non, le plateau technique est pauvre, il y en a qui disent non, ce n'est jamais pauvre. Et ceux-là qui disent que ce n'est jamais pauvre sont incapables de sauver une vie, parce que ce sont des gens qui sont tombés par effraction dans le secteur. Quand on dit effraction, ce sont des gens à qui on attribue des notes qui ne méritent pas, et puis après on leur flanque une note donnée, on dit il a soutenu avec... mais il n'est pas capable de sauver une vie, parce qu'il n'est pas dans sa matière. C'est aussi de cela qu'il s'agit. Vous prenez le monde politique, ils ont leur parti politique d'opposition. C'est-à-dire, il y a ceux qui s'opposent et ceux qui ne s'opposent pas, mais qui sont des opposants. Et vous allez en déduire, puisque le sujet est là, on va en parler. Exactement. Dans les propos du entre-griffes sage de ce grand entre-griffes parti, il y a beaucoup de choses à voir et on va comprendre ça tout à l'heure. Et donc, quand vous prenez par exemple nous-mêmes, notre corps, il y a aujourd'hui des journalistes fabriqués de toutes pièces et par exemple, nous autres, ils nous voient comme des... J'en sais rien. Au fait, et puis mais c'est devenu une activité lucrative où il y en a qui disent ça ne va pas, il suffit de dire non ça va et puis on prend quelque chose, on voyage 2 fois, on vient, on trouve un demi-lot ou un quart de lot à CB, on met quelques papins dessus et puis bon, on trouve des caracas là et puis ça va, on est journaliste, on bombe les torses. Et vous retrouvez ça au niveau des organisations de la société civile. Vous avez par exemple des organisations de la société civile en matière des droits de l'homme qui produisent des rapports alternatifs pour dire que non, dans le secteur des droits de l'homme, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous avez d'autres organisations qui aident le gouvernement à formuler ses défenses pour dire que non, ça va. Parce que tout simplement, c'est devenu un jeu. Il faut le faire pour bien manger. Si tu sais bien le faire, tu vas bien manger. Il y a d'ailleurs un homme politique qui m'a confié un jour, qui dit, mais... Rodrigue, moi je ne comprends pas les gens. Je dis, mais quoi? Il dit, lui là, il s'agite, il dit les candidats que lui se moque de lui. Si lui veut obtenir l'argent là, ce qu'on prend pour donner aux gens de battre campagne et tout, il suffit que lui, il aille par exemple dans son village natal, si tu suis mon regard, pour annoncer sa candidature ou pour dire qu'il soutient tel candidat de l'opposition. Et puis bon, basta, c'est la nuit, il a donné un nom, que celui-là va venir lui remettre les sous là. Vous voyez? On est tombé trop bas. Et ça les rattrape, malheureusement. Mais, Ferdinand, ils sont sclérosés, ils n'ont pas la solution. Ils ne peuvent pas. Quand on atteint le degré d'inactivité ou d'inaptitude, on ne peut plus rien proposer de bon. On ne peut plus rien. Vous allez voir, tout ce qu'on propose comme solution là, c'est quoi? C'est l'usage de la force. Si on ne lance pas des roquettes, on va lancer des missiles. J'ai développé tout à l'heure, je vous dis, ils sont porteurs de grands diplômes, oui, mais vous en recevez forcément comme stagiaire dans votre rédaction. Vous avez vu, une fois vu, prenez les sites web, nos confrères, lisez les articles. Des gens qui sont incapables d'aligner proprement les mots pour construire une bonne phrase. Et c'est ça qu'on nous fabrique. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est doctorant.
Qu'est-ce qu'il va dire? Il a ça, mais aujourd'hui c'est quoi? C'est MBA, patati patata, et les gens même qui ne maîtrisent pas la fluctuation des devises ont leur MBA en économie. Ce sont des aberrations. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un au Carrefour tient les diplômes, qui veut master, il distribue. Qui veut MBA, il distribue. Et puis bon, on est là et les gens sont dedans. Il n'y a pas de solution lorsqu'on en est incapable ou lorsqu'on soit arrivé à la limite de l'incompétence. C'est de cela qu'il s'agit. Ailleurs, par exemple, rapidement, je vous dis, nuitamment, le problème est réglé. Le problème est réglé. Allons au Bénin ici, on peut ne pas aimer Talon, mais il appelle les gens, il dialogue avec les gens. Dites-moi, à part le rendez-vous dont Ferdinand parlait, combien de fois ces bourreurs d'urne ont rencontré celui qui leur a promis à Carac qu'il allait leur faire ci, faire ça, faire ça? Combien de fois? Il leur a dit quoi? Parce que nous savons tous qu'il ne parle pas beaucoup. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis, il ne parle pas beaucoup. Il travaille beaucoup. Bon, ça j'en sais rien. Donc aujourd'hui, je pense que on doit refonder la profession enseignante. On doit refonder l'école du Togo, l'école togolaise. Ce n'est plus à l'étape maladive, mais c'est une école qu'on a complètement engouffrée dans le sous-sol de l'inintelligence. Je vous dis, allez à l'université aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils lisent, c'est sur TikTok. J'ai vu des étudiants en groupe sur TikTok, et ce qui m'a choqué, c'est la culte de la personnalité. On est en train d'acclamer quelqu'un, il fait du bon boulot, patati patata, parce qu'entre-temps là, il y a un pont piéton qu'on a construit dans l'enceinte de l'université, il n'y a même pas 2-3 voitures qui se croisent, il n'y a pas d'accident, et les gens n'en ont pas besoin. Je ne sais pas si à un moment donné, on va mettre maintenant des escaliers pour permettre aux gens de sauter de l'autre amphi vers l'autre amphi, comme ça, bon, ils ne vont plus marcher sur le sol et permettre peut-être aux herbes de pousser. On va créer peut-être une université verte, comme nous sommes dans le truc. Comment on dit ça? On a créé économie bleue, on va créer des écoles vertes et tout. Non, plutôt des écoles bleues, c'est ça. Des écoles bleues, c'est ça. On a l'économie bleue, on a des écoles bleues. Maintenant, je me souviens, Bolloré avait annoncé le Blue Train, le train bleu, le Blue Line, les lignes bleues. Et donc, on est en train de, entre griffes, comme le dirait le paysan de mon village, bleuir le pays. Donc, ça ne doit étonner personne. Mais au même moment, je pense aussi que il faudrait que les enseignants, oui, les autres syndicats, les centrales syndicales, etc., parce qu'il y a aussi des centrales syndicales, comme je l'avais dit, qui ont été créées de toutes pièces. Le verbe manger, qui conduit, donc si quelqu'un mange suffisamment et on crée qu'il a détourné, on fait des acrobations, on l'enlève, on envoie un autre mangeur professionnel et il se bourre le ventre. Après on enlève, on voit le volume de son ventre, on trouve que ça tend vers l'explosion, on l'enlève, on envoie quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que c'est l'administration devenue. Il faut aller au-delà de la dépolitisation du secteur de l'éducation, mais il faut dépolitiser toute l'administration publique. Mais vous allez voir, dans cette histoire de 10 ans, là, vous avez vu les gens qui sourissent avec une haine dans le ventre, ça se lit. Tu sais que celui qui n'est pas content quand il sourit, ça se sent, on sait. Donc, c'est bien dommage, mais ils n'ont qu'à avoir le courage, peut-être, d'écouter les gens. Nous, dans nos émissions, il y a quand même des pistes de solutions telles qu'on le dit. Celui qui dit j'ai les maux de tête, tu ne vas pas t'amuser à aller prescrire des produits contre les maux de tête à quelqu'un qui mange très bien, qui dit qu'il a des problèmes de digestion. Non, ça ne peut pas régler. Le diagnostic fait par nos deux invités sur le plateau, le Togo va mal, mais ceci après 62 ans d'indépendance, parce que aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2022, demain 26, mercredi c'est la célébration de l'indépendance du Togo. Et Ferdinand, quand on te demande aujourd'hui, 62 ans après, quel bilan peut-on faire de cette indépendance? Non, mais on n'a que les chansons pour être fiers. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Encore que dans les chansons, bon, il y a des choses qu'on n'est pas arrivé à réaliser. Il y a une chanson qu'on utilise pour cette émission, qui est une chanson qui est dans le patrimoine des deux pays, le Togo et le Ghana, parce que ça a été composé par un Ghanéen à l'époque déjà coloniale, qui s'appelle Ephraim Amou, que
les évangéliques connaissent beaucoup parce qu'il a beaucoup écrit des partitions pour les évangéliques. Et c'est devenu la chanson phare du Ghana. Et puis après, Bella Bello s'est inspiré de lui pour composer aussi le Dénigma en version Bella Bello que vous connaissez. Et puis l'hymne national et la marche républicaine. À part ça, il n'y a pas de raison d'être fier. Parfois, j'ai l'habitude de dire que bon, les Blancs seraient restés encore quelques années, qu'on aurait eu au moins, je sais pas, quelques bases solides, hein, parce que bon, voilà, eux, ils avaient quand même, ils étaient venus, ils étaient en mission, c'était des colons, ils ramassaient ce qu'ils pouvaient ramasser, mais ils créaient un cadre de vie, il y avait quand même un schéma directeur pour le pays, ils savent ce qu'ils font. Mais dès que le pays est tombé dans le mer des Noirs, les premiers avaient une vision. Ceux qui les ont renversés après, je parle du coup d'État 1963, l'aventure a commencé. Et nous sommes dans l'aventure jusqu'à ce jour. On vient de parler de l'éducation qui est totalement bâclée aujourd'hui, qui est à terre. Alors qu'à l'indépendance, on avait déjà des écoles professionnelles, même déjà avant même les indépendances, on avait des écoles professionnelles. On avait des centres de formation agricole. Par exemple, mon père a été formé par les Israéliens à la jeunesse pionnière. Il y a beaucoup de choses qui étaient là. Tout ça, on a balayé et on est rentré dans le culte de la personnalité, dans le parti unique, l'animation politique, les fêtes, les défilés, et tout ce que vous pouvez imaginer, la propagande, comme on aimait le faire à l'époque. Et 62 ans après, on a un pays qui est totalement à terre. Nous n'avons pas réussi de toutes les façons à créer une nation dans laquelle toutes les entités soient unies. On n'a pas réussi. On n'a pas créé une république. On n'a pas créé un État. Tout est sans dessous-dessus et puis on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. C'est ça qui est vraiment inquiétant aujourd'hui en réalité. Là où on est aujourd'hui, on ne sait pas où on va. C'est un pilotage totalement en mode automatique du pays. Et nous les jeunes, même si on est plus relativement jeunes, on est proche de la cinquantaine, depuis l'indépendance, on n'a connu qu'une seule famille qui gère le Togo, à l'image de ceux qui sont nés en Corée du Nord, ou ceux qui sont nés au Gabon, le père, le fils, et puis on ne sait pas ce qui va se passer après le fils. Vous voyez. Et donc, nos papas étaient dedans, ils sont partis, nous-mêmes on est dedans, on est en train de partir, nos enfants vont arriver. Et donc, si tu es Togolais et que tu as vraiment ce pays, tu aimes ce pays, tu l'as dans les tripes, tu as des raisons de t'inquiéter. Tu as des raisons de t'inquiéter. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux même avoir des éléments de comparaison. On peut voir ce qui se passe à gauche, à l'est, on peut voir ce qui se passe à l'ouest, on peut voir ce qui se passe au nord du pays. On voit bien que des gens font des efforts pour construire véritablement une nation où toutes les ethnies, toutes les entités se retrouvent, être fiers de cette nation-là. Mais au Togo, on est plus divisé que jamais. Même si les gens nous ont brandi le creuset du parti unique comme la seule entité qui pouvait réunir tous les Togolais, ça a été un échec total. Et là, aujourd'hui, tout est vraiment... je ne sais pas. Et donc, indépendance, oui, mais à part le cérémonial qui consiste à aller allumer la flamme de l'indépendance, la question de savoir le père de l'indépendance, il est où? Y a-t-il un espace, un monument, un mémorial pour lui dans le pays? Il n'y en a pas. Et tous les acteurs qui ont mis de leur vie, de leur sang et de leur argent dans la lutte pour l'indépendance, ils sont où aujourd'hui? Donc on se retrouve dans un pays qui n'a même pas de mémoire, qui n'a même pas de repères, qui n'a pratiquement rien. Vous voyez? Et donc, ailleurs, on est fier de fêter l'indépendance. Au Togo, ça va se limiter à quelques messes. Le monument de l'indépendance qu'on va rallumer, et puis c'est fini, il n'y a plus rien du tout, vous voyez. Et ça prouve que nous sommes malades. Le pays est malade dans tous les sens du terme. Et que pour vraiment guérir ce pays-là, il nous faut forcément une thérapie de choc. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Quand vous avez pris le mauvais chemin, depuis longtemps, pour revenir sur le bon chemin, il faut vraiment se faire violence. Et donc, on est bien obligé, sinon...
on restera sur le mauvais chemin le plus longtemps possible, tant qu'on n'aura pas pris conscience, et finalement, on ira à notre propre perte, quoi. Et voilà ce que moi je voulais dire. Une fois de plus, bonne fête de l'indépendance pour les Togolais, même s'il n'y a rien à fêter, s'il n'y a rien à mettre sous la dent, s'il n'y a aucun élément qui doit nous pousser aujourd'hui à être fiers de ce pays, que nous portons tous dans nos tripes, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun élément. Et même la petite histoire qu'on doit raconter aux jeunes, comment est-ce que l'indépendance a été obtenue, quelles ont été les luttes qui ont été faites, qui sont les figures, qui sont ceux qui se sont battus pour que nous soyons là où nous soyons aujourd'hui, on refuse de le faire de manière délibérée. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait réellement, à part le folklore? Et donc, ça va devenir une journée chômée pour les gens, les paresseux qui n'ont rien à faire, ils sont contents, les gens sont dans les bars. Et puis bon, voilà, le lendemain, ceux qui vont aller au boulot vont aller, ceux qui vont se réveiller saoulés vont rester à la maison. Donc voilà. Et tous les jeunes que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui au Togo, par exemple, 62 ans après l'indépendance, me citer un établissement de référence. Si vous allez au Ghana, on peut vous dire, bon, Achimota, c'est un grand collège emblématique, des grands sont passés là-bas. Au Togo, on va vous dire, lycée de Togo, vous allez... C'est un truc en délabrement, totalement en délabrement. Et on n'a même pas été capable de rénover les premiers établissements scolaires où on a formé des gens, de manière à ce que quand vous rentrez, il y a l'espace qui est bien occupé, il y a les salles de classe qui sont bien couvertes, et tout est propre dedans, les avenues ou les rues sont bitumées. Vous savez que ici était un lycée emblématique. Il n'y a absolument rien du tout. L'université, c'est toujours en construction depuis 1960 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose, mais il y a beaucoup de choses à faire. On a créé une seconde université à Kara, qui aussi est perdue quelque part là-bas. Les écoles professionnelles sont où? Il n'y en a pratiquement pas. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est vraiment fier de ce pays-là. Et voilà ce que moi je peux dire. Et voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Et comme le dit Ferdinand, on a l'impression que les Togolais n'ont que faire de cette fête. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le dire? Le 6 mars dernier, j'étais au Ghana. La fête de l'indépendance du Ghana. Et quand je suis revenu, j'ai essayé d'écrire, de publier une tribune. J'ai interpellé ceux qui dirigent notre pays, qui sont pratiquement des invités phares dans la plupart des fêtes. Vous savez que ce que nous savons faire de mieux depuis la nuit des temps, c'est la fête. C'est la fête, et surtout qu'aujourd'hui, on a des jolis papiers un peu partout. On a du mal à rester dans notre propre nid. On saute d'arbre en arbre. Quand on apprend qu'il y a une fête quelque part, on est là. Même les séminaires les plus insignifiants, on est là. Les ateliers les plus... on est là. On veut y aller. Et bizarrement, on ne copie pas ce qui est bon ou ce qui se fait bon dans ces pays que nous visitons. Vous savez, au Ghana, par exemple, quand on parle de la fête de l'indépendance, vous voyez, c'est un peu comme chez nous, au niveau des communes. Les établissements scolaires de chaque commune se retrouvent, les enfants apprennent à faire le défilé, à respecter le drapeau, à respecter la devise, l'hymne, etc. Et vous voyez, bon, vous comprenez qu'à partir de là, on leur apprend ce que c'est que le patriotisme d'une façon. Et plus loin, ils sont allés constituer Sunday, une journée dédiée à la Constitution. Ça veut dire qu'à partir de là, on apprend aux gens que ce livre-là, c'est la Bible, c'est le document sacré qui fonde la République du Ghana. Malheureusement, chez nous, on lève les mains, on dit je jure de faire quoi? La fameuse phrase là, on récite. Mais on ne respecte jamais la Constitution. On ne baisse même pas le bras avant de commencer par violer la Constitution. D'ailleurs, la cérémonie là se fait en toute violation des dispositions de cette Constitution qu'on lève les mains, soit disant qu'on veut protéger. Et donc, 62 ans, ça fait 62 ans de pleurs. Ce qu'on va célébrer, Ferdinand, on va se souvenir des morts. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont versé leur sang, et qui est symbolisé dans le drapeau togolais. Je crois que c'est eux qu'on va pleurer. Vous allez voir, les gens vont aller sur les tombes de Sylvanus, je ne sais pas, on va aller trouver sa tombe au Bénin. Oui, pour aller, le père de l'indépendance, on va le trouver au Bénin. Et on va aller
peut-être faire des gymnastiques là, on va se souvenir de patati patata. Et le reste, comme Ferdinand l'a dit, on va défiler. Après défiler, on va aller dans les bars, on va se saouler bien. Si notamment quelqu'un se sent trop faible, il va tout faire. Et puis au journal de 20h ou 22h, ou j'en sais rien, ils vont décréter chômé payé le 28. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on célèbre malheureusement la fête de l'indépendance. Et dans cette tribune, j'ai attiré l'attention sur ce qui fait que nous sommes en train d'aller complètement à la dérive. Vous ne pouvez pas défendre ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne maîtrisez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, à part l'histoire traficotée, l'histoire tronquée, qui est contenue dans les livres, ils sont capables, est-ce qu'ils connaissent l'histoire du Togo? Est-ce qu'ils peuvent? Parce que vous savez, on est bâti, ou on bâtit une communauté sur l'histoire, parce que c'est l'histoire qui fonde même la personnalité et l'appartenance à une communauté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se dit, pour ma communauté, tel symbole est sacré. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut protéger ce symbole. Il faut se battre pour que ce symbole-là soit protégé. Vous prenez par exemple, pour nous les chrétiens, c'est un peu comme les 10 commandements. Quand on l'a sculpté, vous avez vu tout ce qui entoure cela, les gens sont capables de mourir pour. Allez voir par exemple chez les Chinois, ils ont leur symbole. Ils sont capables de mourir pour cela. Allez voir les Japonais, ils ont leur... Aujourd'hui, nous, on a quoi? On n'a rien. Ceux qui ont pillé les ressources du pays, ceux qui sont des experts en détournement de deniers publics, etc., ceux qui sont des gros corrupteurs, qui vont laisser, ils vont tuer quelques bœufs, partager les viandes aux gens, et comme deux parfaits mendiants, on va s'aligner, on va prendre dans les quartiers, on va boire du sodadi, du tchouk, etc., on va danser, et puis on est indépendant. Est-ce que c'est l'indépendance? Il y a quelques années, j'avais écrit un article dans le journal Togo Niban où je posais une question. Togo, es-tu réellement indépendant? Parce que moi, sincèrement, je ne sens pas de l'indépendance. On dit, nous sommes indépendants. Et là, je suis encore en train de préparer un coup de gueule où je me pose des questions. Est-ce que Sylvanus Olympio s'est tout simplement amusé à aligner des mots pour pondre ce discours-là le 27 avril 1960 pour tout ça, là? Pour ça? C'est pour ça? Parce qu'il y a des lignes importantes dans ce discours. Te voilà enfin libre. Est-ce que nous sommes libres? Nous sommes des prisonniers chez nous. Ceux qui séjournent un peu dans les prisons du pays, c'est un peu un déplacement. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes déjà assignés à domicile. Parce que tu es chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Quelqu'un peut débarquer un beau jour et dire, monsieur, ici c'est chez moi, tu vas partir. La preuve, par exemple, il y a des familles qui n'ont pas aujourd'hui de toit, mais leurs parents ont travaillé et ont construit des immeubles. On voit, il y en a qui sont devenus des brigades, il y en a qui sont devenus des camps, il y en a qui sont devenus ci, ça. Mais ils ne peuvent même pas aller là-bas. Et donc, on est là, c'est ce qu'on met dans l'indépendance. L'indépendance, c'est encore qu'on va habiller les mendiants. Excusez-moi, les gens vont dire que c'est trop fort, mais c'est ça. Quand des gens intellectuellement bâtis attendent à ce qu'on leur distribue des pagnes, qu'on les appelle, venez prendre 1000 francs, 2000, allez fêter l'indépendance, et puis ils vont s'aligner, ils vont aller chanter, danser, et demain, ils ne vont pas trouver l'argent pour payer le bol de maïs. Ils vont commencer par crier, dolé ou milo, la vie est chère, mais ils viennent de fêter. Est-ce que nous sommes indépendants? C'est quoi l'indépendance? Comment comprenons-nous l'indépendance? L'indépendance? Non. Quel est ce symbole sur lequel on a bâti notre indépendance? La misère? La misère? Ou quoi? Sur quoi? Est-ce qu'on est indépendant? Non. Je ne sais pas. Peut-être qu'on l'a été, mais notre joie, parce que ça aussi, je suis en train de mettre ça, ça a été écourté juste après quelques temps. Surtout, notre joie a été totalement assassinée. Lorsqu'on a assassiné Sylvanus Olympio, c'est fini. Sa vision s'est éteinte et puis c'est fini. Le reste, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a appris à danser à longueur de journée. Et quand on est là, étudiants, venez, on s'aligne. Et puis on est en queue, on prend 10 000, 10 000, 10 000. Et bonjour les bars. On va danser proprement, on va boire et puis bon, c'est fini. Demain, si les enseignants sont en grève, on les dit, venez, alignez-vous, on va distribuer, comme ce qui a été fait. On va distribuer, les gens vont aller festoyer, et puis après, ils vont chercher 100 francs
pour payer à manger. Qu'est-ce qu'on va encore fêter? Bon, peut-être 62 ans de fraude électorale. J'ai tweeté aujourd'hui pour répondre au président nouvellement réélu, Emmanuel Macron. Il promet aux Français 5 ans de bonheur. Ils vont faire quoi, comment il a dit, et je ne sais pas. Et je lui ai dit, j'espère que pour ces 5 dernières années qu'il va passer au pouvoir, il va au moins se concentrer sur la France et non sur les cantons de la France en Afrique. Tu connais les cantons de la France en Afrique? Tu ne les connais pas? Non, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi on va nous dire que nous sommes indépendants? Ce n'est pas possible. Pourquoi on va nous dire en quoi sommes-nous indépendants? On a parlé du système éducatif tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner. Là où vous comprenez que ceux qui prennent les décisions assassinent davantage l'éducation, on a changé le système. Ils appellent ça APC. Et les enseignants qui ont été formés sur 2-3 ans ne maîtrisent pas jusqu'alors ce système-là d'enseignement. Et donc on va recruter les gens qui viennent fraîchement de sortir, les gens qui, dans la plupart des trucs là, ont leur probatoire, BPC, BAC. Bon, on va les recruter, on va les verser dedans. Ils vont prendre combien d'années pour aller apprendre ça? Et donc ça veut dire qu'on détruit l'avenir de nos enfants et on le fait à dessein. Donc l'indépendance, il y a dans les hameaux les plus reculés, les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne connaissent pas ça. Donc c'est bien dommage et je pense que ça doit beaucoup plus être une journée consacrée à des réflexions profondes, à faire par des gens qui ont encore quelque chose dans la tête, des gens qui ont encore des jugeotes, des gens qui sont encore des humains, des gens qui ont encore une certaine personnalité, qui pensent à l'avenir de ce pays, mais qu'on leur permette de se retrouver quelque part, de réfléchir. Chers amis, 62 ans, oh, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? C'est très important. Et ce qui me dérange, c'est que tous ceux-là qui sont dans ce système-là, qui font trop de mal aux Togolais, sont de grands chrétiens. Des amis des grands prêtres, des évêques, des grands pasteurs, etc. Et tout, et tout. Et bon, voilà. Ils vont aller organiser des messes, des cultes d'action de grâce pour remercier Dieu, 62 ans d'indépendance, ou après, on va encore voler davantage. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Sinon, en réalité, il faut réfléchir. 62 ans, comment se porte le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, mais le monde de l'emploi, comment se porte le monde de l'emploi? Quel est l'avenir de la jeunesse togolaise? L'avenir de la jeunesse togolaise. Il n'y a pas d'avenir, Ferdinand l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'avenir. Faire des TikTok et préparer un bon avenir, c'est ça? Non mais, franchement, il n'y a pas d'avenir. On est en train de noyer tout le pays dans l'océan de l'incompétence absolue qui caractérise certaines personnes. C'est tout. Sinon, le reste, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce que voir que les gens se sont battus. La chanson dont tu as fait allusion, Ferdinand, est justement, comment dirais-je, été inspirée à partir de ces efforts-là que nos ancêtres ont fait pour garder ce dénigrement. Et dans la chanson-là, on a pris l'engagement de faire quoi? Il nous revient à nous aussi de nous battre pour sauvegarder cela. Mais est-ce qu'on sauvegarde ça? C'est bien dommage. On n'est pas indépendant, je suis désolé. Merci beaucoup, et Rodrigue. En tout cas, bon, le débat sur l'indépendance du Togo, on le fera, on ne le fera pas. Donc, nous allons observer une pause tout à l'heure et puis nous revenons après.